Et nous parlons horloge, horloge biologique, ce grand chef d'orchestre de notre organisme. Et début d'octobre, les prix Nobel de physiologie et de médecine a été attribué à 3 Américains, Jeffrey Hall, Michael Rosbash et Michael Young, pour justement ces travaux sur les mécanismes au niveau moléculaire qui font que le corps s'adapte au cycle du jour et de la nuit, avec des conséquences sur le sommeil, le décalage horaire, ces choses-là. Donc, grande avancée dans ce domaine. Ça mérite quand même des explications parce que c'est pas si simple. Avec votre invité, François Rouillet, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut des neurosciences à Paris-Saclay, donc près de Paris. Et vous avez travaillé plusieurs années justement dans l'unité de recherche de Michael Rosbash. Donc vous connaissez bien ce sujet. Une question toute bête, quand on parle d'une horloge, c'est où l'horloge biologique ? Donc en fait c'est dans toutes nos cellules, à tel point qu'on en trouve y compris chez des bactéries. Et celle qui gouverne les rythmes veille-sommeil, qui est probablement le rythme le plus spectaculaire, c'est dans le cerveau. Mais en fait il y en a partout. Chaque cellule a une horloge. Donc quand on dit horloge biologique, ça sert à quoi et ça fait quoi dans notre organisme ? Donc ça gouverne tout un tas de rythmes avec une période d'environ 24 heures qui est évidemment liée à la rotation de la Terre. C'est pour ça que les horloges ont été calées sur cette période. Et ça gouverne, selon les tissus où on les trouve, tout un tas de fonctions différentes. On vient de parler du rythme veille-sommeil, mais ça va gouverner les rythmes de température corporelle, des tas de rythmes physiologiques, des rythmes hormonaux, des rythmes biochimiques divers et variés, en fonction des tissus et donc des fonctions de ces tissus. Si on est une horloge dans le foie, on va gouverner les réactions biochimiques qui sont importantes pour le foie. Si on est une horloge dans le cerveau, on va gouverner un certain nombre de comportements de façon rythmique. Voilà ce que... Vous dites à peu près basé sur 24 heures. Oui. Qu'est-ce qui a décidé que ça allait durer 24 heures dans notre organisme ? L'évolution. Puisque la Terre, si on était sur une planète qui tournait avec une période de 30 heures, on aurait des horloges avec une période de 30 heures. L'intérêt probable d'avoir ces horloges, c'est de caler justement ces rythmes physiologiques comportementaux sur la rotation de la Terre qui, elle, amène des cycles environnementaux avec des variations de lumière, de température, d'humidité, etc. Donc l'organisme est soumis à des variations de l'ordre de 24 heures de l'environnement. Et il faut qu'il s'adapte à ces variations avec une période de 24 heures. Donc il a une horloge qui va permettre, par exemple, de séparer la fonction urinaire de la fonction sommeil. Ça aide à mieux dormir, ce genre de choses. Et de caler ça ensuite en fonction du jour et de la nuit. Et donc les équipes américaines, celles avec qui vous avez travaillé, ont donc trouvé les mécanismes moléculaires, c'est-à-dire comment ça fonctionne. C'est cela. Donc l'idée est, on sait qu'il y a des horloges depuis très longtemps. C'est même la première mention connue est une mention française en 1729. Où on prend les plantes de mimosa, on les met dans un placard noir et on s'aperçoit que les variations d'ouverture des feuilles qui étaient observées dans les cycles jour-nuit continuent. Et en fait, dans les années 60-70, certains chercheurs ont pensé qu'on pourrait trouver des mutants de l'horloge circadienne. Et ils ont utilisé pour ça quelques animaux ou plantes modèles, et en particulier la mouche drosophile sur laquelle ont travaillé ces trois chercheurs. Et ce qui leur a valu le prix Nobel, c'est en fait la découverte du premier gène d'horloge. Les mutants avaient été isolés dans les années 70 par un autre groupe, et il a fallu près de 12-15 ans pour trouver le gène. À l'époque, c'était un peu plus compliqué que maintenant. Et le premier gène a ensuite déclenché tous les travaux qui ont permis de montrer ce que fait ce gène, finalement, comment, en mutant ce gène, on modifie le rythme veille-sommeil, en l'occurrence, par exemple, des drosophiles. Est-ce que l'homme, la femme, l'enfant, la personne âgée a la même horloge biologique ? Alors, en gros, oui. Après, chaque individu a une petite différence, comme tout le reste, hein. Et on connaît un certain nombre de différences en termes comportement ou physiologie. Par exemple, il y a une étude en Europe il y a quelques années qui regarde il y a une idée qu'on appelle chronotype, qui en gros reflète si on est plutôt du matin ou du soir, pour dire ça en termes simples. Et du coup, on s'est aperçu que les chronotypes sont très tardifs au moment de l'adolescence, par exemple, ce qui explique que les adolescents ont souvent tendance à se coucher très tard et se lever tard.
Donc ça, il y a un pic de chronotypes tardifs autour de une quinzaine d'années. Et après, ça descend. Il y a aussi une petite tendance tardive homme comparé à femme. Les hommes ont en moyenne un chronotype un peu plus tardif. Mais c'est surtout étant jeune, après, vers 40-50 ans, les choses se rapprochent. Et chez les personnes âgées, par contre, le chronotype redevient plutôt matinal. Alors, est-ce que ces travaux et ces explications, auxquelles encore une fois vous avez participé, permettent d'avoir des conséquences pratiques, des applications pratiques par rapport au décalage horaire, par rapport au cycle de sommeil ? Alors, les applications, je pense qu'elles viennent essentiellement du nombre de fonctions physiologiques qui sont contrôlées par cette horloge. Donc, comme elle va contrôler tout un tas d'hormones, elle va contrôler le métabolisme, etc., les aspects pratiques, je vois deux grands ordres. Le premier, c'est un aspect de santé non négligeable, qui est le problème posé par le travail posté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en 3-8, par exemple, ou en travail de nuit. Ça, c'est évidemment complètement anti-physiologique. Et donc, ça pose des gros problèmes. Et il y a un certain nombre d'études qui montrent chez des populations de gens, style infirmières, ou des gens comme ça, qui ont des postes de travail posté, eh bien, il y a une augmentation du nombre de cancers, de dépressions, tout un tas de facteurs qui montrent à quel point la physiologie est perturbée. Donc là, il y a pas mal de travaux qui essaient d'aller vers une amélioration, de donner un certain nombre de consignes, ne serait-ce qu'en termes d'éclairage, par exemple, pour que ces personnes s'adaptent le mieux possible à ce changement pas du tout physiologique. Un autre aspect, c'est comme l'horloge contrôle tout un tas de fonctions physiologiques, biochimiques. Par exemple, la façon dont les cellules, la capacité des cellules à absorber des molécules ou au contraire à dégrader des molécules toxiques va changer au cours de la journée. Et donc, ça veut dire que si on donne un médicament à telle heure ou à telle heure, on n'aura pas du tout le même métabolisme du médicament. Et ça a des conséquences assez importantes dans des traitements, par exemple en traitement contre le cancer ou d'autres traitements on peut tenir compte, on peut être beaucoup plus efficace et moins toxique en tenant compte de ces variations circadiennes. François Rouillet, merci. Vous voyez, l'horloge, vous en avez une à l'intérieur. Sans transition et totalement différent, mais ce livre auquel je tiens beaucoup, Mon enfant et sa santé, parce que ce sont des conseils extrêmement pratiques pour vous, parents, ou pour vous, grands-parents d'ailleurs. Ce sont des questions extrêmement classiques qu'on se pose chez l'enfant. Quand il saigne du nez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il a l'œil collé, mon enfant a de la fièvre. Des choses simples, mais des réponses extrêmement pratiques et bien structurées, sans questions, sans réponse, aux éditions Auray, Mon enfant et sa santé. Et puis on se retrouve, comme chaque week-end, dans la page santé du Parisien Magazine. On se retrouve la semaine prochaine sur bfmtv.com et d'ici là, portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur le site bfmtv.com.